Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 2 du Critérium du Dauphiné. Il n'y a plus libéré maintenant, c'est Critérium du Dauphiné tout court. Mais bon, moi je dis toujours Critérium du Dauphiné libéré. Avec cette étape numéro 2 qui partait de Brioude pour aller à Saugues. C'était une étape de moyenne montagne, une étape vallonnée avec un enchaînement de bosses dans le final. Il n'y avait pas de grandes difficultés, on va dire. Il y avait un col de première catégorie, mais c'était en début d'étape. Il y avait 50 km de plat, le col de première catégorie, puis après c'était un enchaînement de codes de troisième, quatrième, deuxième catégorie, qui n'était pas forcément très facile au bout de la journée, 172 km, et étape qui a été remportée magnifiquement par Lucas Pöstlberger, parce qu'il y a le umlaut sur le haut. Moi j'ai fait allemand à l'IV2, alors je ne peut-être pas bien à prononcer les noms belges, mais les noms allemands et autrichiens, je devrais quand même pas mal m'en sortir. On va faire le débrief de cette étape, bien entendu, avec les top et flop, le bilan des bleus. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je le répète tout le temps, c'est très important. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, ça c'est plus pour vous, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dire ce que vous avez pensé de l'étape, ce que vous avez pensé notamment de l'Autrichien, mais également des Français. Étape qui a été très intéressante. De toute façon, c'est un Critérium du Dauphiné qui va être très ouvert. Je vous l'annonce tout de suite parce que, à part le dernier jour, on n'a pas de grosses étapes de montagne sur ce Critérium du Dauphiné. Et puis, on a quand même une starting list très ouverte parce que, bon, vous avez 3-4 leaders, gros leaders, et puis après derrière, c'est quand même un ton en dessous. Hein. J'ai qu'il y a Guillaume Martin, Godu, l'équipe Ineos, vous avez Enric Mas. Il y a quand même des équipes qui viennent avec pas grand monde, notamment la Lotto, la Bora aussi. Hein. C'est un petit peu pauvre. C'est pas les équipes qui viennent avec les meilleures starting list au monde. Donc ça permet d'avoir une course très ouverte, et on a un parcours qui permet également d'avoir une course très ouverte parce qu'on a beaucoup d'étapes vallonnées, pas de haute montagne. Il faut vraiment attendre le dernier jour pour avoir de la haute montagne. Les jours précédents, on aura plutôt de la moyenne montagne, et ça permet d'avoir une course spectaculaire. C'est souvent les étapes les plus intéressantes, les plus spectaculaires, les plus rapides, les plus indécises, les étapes de moyenne montagne. On l'a encore vu hier. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, pour cette étape numéro 2, moi je vais commencer avec Ben O'Connor, le coureur d'AG2R Citroën. Je rappelle toujours, le bilan des bleus, c'est le bilan soit des Français, soit des coureurs étrangers dans des équipes françaises. Ben O'Connor, le coureur d'AG2R Citroën, qui a fait une belle étape. Moi je trouve, surtout son attaque là, dans le 4e catégorie était assez impressionnante. Vraiment, on pensait à un moment qu'il allait peut-être rejoindre Pöstlberger, et puis voilà, le peloton est revenu sur lui, et je pense qu'il y a eu un petit temps d'arrêt qui a vraiment permis à l'Autrichien de s'imposer. Mais Ben O'Connor qui a été très très bon. Ben O'Connor qui, de toute manière, depuis qu'il est chez AG2R Citroën, a rarement été décevant. Moi j'ai pas souvenir qu'il ait été décevant, mais peut-être que je me trompe sur toutes les courses que j'ai vues. Et qui était déjà bon chez NTT, hein, Ben O'Connor, ça fait depuis 2 ans qu'il carbure vraiment très fort. Le coureur d'AG2R désormais, il a été très très bon. Je trouve que son attaque était très très bien placée. Je rappelle qu'il a quand même fait 6e du dernier Tour de Romandie, avec pourtant des contre-la-montre. C'est peut-être le coureur dans une équipe française sur lequel il va falloir compter. C'est vrai que on sait que chez AG2R, je pense qu'il sera sur le Tour de France, avec notamment Nance Peters. La grande question, c'est avec moi je me pose encore, est-ce qu'ils vont quand même ne pas utiliser un sprinter, prendre que Greg Van Avermaet, en sachant que Van Avermaet, est-ce qu'il ne se préparera pas un moment pour les Jeux Olympiques? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on n'emmènerait pas quand même un Marc Sarro ou un Clément Venturini qui pourrait être intéressant? Après, c'est un choix qui peut être fait par cette équipe. Mais du côté de Ben O'Connor, il a été très très fort, il a fait vraiment une très très belle étape. Il faut le féliciter. Je continue avec Van Avermaet. Pourquoi? Je le trouve de mieux en mieux, Van Avermaet. Il a eu un petit peu de mal à s'adapter à cette équipe, mais je le trouve de mieux en mieux là aujourd'hui, 8e. Ça progresse du côté de Van Avermaet, lui qui sera donc sur le Tour de France normalement, le coureur belge, qui prend de plus en plus ses marques dans cette formation AG2R. Je le trouve vraiment de plus en plus en jambes. C'est pour ça que je voulais le mettre en avant, et puis je pense que Van Avermaet, c'est un parcours qui lui convient assez bien, ce parcours du Dauphiné. Et puis, bon, à part Colbrelli, vous avez aussi Christophe, mais il y a quand même beaucoup de sprinters qui auront du mal à passer les difficultés, et c'est vrai que Van Avermaet, même s'il n'a pu
la vitesse et l'explosivité qu'il avait il y a 3-4 ans, où il était exceptionnel. Van Avermaet, quand il était champion olympique, il reste quand même un très très bon coureur. Et donc il faudra s'en méfier sur la suite de ce Dauphiné. Du côté des flops, j'ai mis un seul flop du côté des Français, c'est Warren Barguil. Warren Barguil qui a lâché assez tôt dans la journée. Alors, est-ce que c'est pour Warren Barguil avoir un petit peu plus de liberté pour jouer une victoire d'étape et jouer pourquoi pas le classement de la montagne? C'est peut-être un choix également du côté de l'équipe Arkea Samsic, ou c'est tout simplement un coureur qui est encore en phase de reprise et qui n'est pas au top de sa forme. Warren Barguil, quand est-ce qu'il a couru? Parce que moi je l'ai pas vu souvent. Oui, il a pas couru depuis le Trombon Léon. Donc, depuis le 16 mai, et comme il a abandonné, oui, quasiment depuis Liège en fait, il a très peu couru. Donc le Trombon Léon que j'ai suivi, parce que je devais faire un débrief du Trombon Léon, mais du Trobro Léon, pardon. Mais une fois qu'il y a une semaine d'écart, bon, c'est plus la peine, c'est trop tard. Donc je dois faire également un débrief des boucles de la Mayenne, mais j'ai pas encore vu la dernière étape. Mais du côté du Dauphiné, bah voilà une course de reprise pour Warren, et je pense qu'il veut prendre des échappées pour reprendre un petit peu de force. Et donc forcément ça demande d'avoir du temps, un petit peu de retard. Je pense que c'est plus cette stratégie-là, parce qu'il se retrouve quand même avec Michael Gogol, avec Chris Froome, Jérémy Bellico, donc je pense qu'il est quand même un peu en meilleure condition physique que ces coureurs-là, avec Van Moor, l'ancien leader du classement général. Voilà, on passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Lucas Pöstlberger, le coureur de la Bora. Qu'est-ce qu'il a été bon hier, Pöstlberger. Avec, il faut le dire également, une belle journée de Shane Archbold, le coureur de Koenig. C'est quand même un coureur qui aime ce type de situation. On rappelle, vainqueur d'une étape du Tour d'Italie comme ça en solitaire en partant dans le dernier kilomètre. Il a quand même des victoires sur des stratégies courses qui sont osées, Pöstlberger. Mais là, il a quand même fait une sacrée journée. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit repris, même en le voyant avec 3 minutes d'avance, parce que je me disais, il est seul, c'est pas un grimpeur, Pöstlberger. C'est un mec qui peut être dans le train d'un sprinter. Il a été dans le train de Sagan, notamment, du côté de la Bora, mais c'est pas un grimpeur, Pöstlberger, donc j'étais assez surpris de le voir devant. Mais là, oui, il a fait une sacrée journée, tout simplement. Il a été très très bon sur cette étape. Moi, j'ai été impressionné de le voir dans le final. Et puis, c'est vrai que on en parlait, mais sur le Giro, déjà, on avait eu Dan Martin, notamment, quand il s'impose, c'est aussi un grand coup dans le final, parce qu'il n'y a qu'une minute d'avance et on ne le voit pas aller au bout. Il y a eu plusieurs journées comme ça sur le Giro. On a eu des étapes avec des scénarios assez surprenants, ce qui fait que ça a été un bon Giro. Sur d'autres courses également que j'ai regardées, on a vu des scénarios assez inédits, je trouve, depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est vrai que y a des coureurs qui osent beaucoup plus qu'auparavant. Est-ce que c'est le fait d'avoir cette nouvelle génération qui arrive, notamment avec les Remco Evenepoel et autres, ou est-ce que c'est dû tout simplement à un cyclisme peut-être un peu moins cadenassé, avec aussi peut-être des équipes qui sont un peu moins fortes, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment 3, 4, 5 formations qui dominaient le World Tour et puis les autres équipes étaient un niveau en dessous. Et maintenant on s'aperçoit que même des équipes comme AG2R, Movistar également, qui là ces dernières années étaient un petit peu en dessous, ont retrouvé des couleurs. Et c'est vrai qu'on a un niveau cette année en World Tour qui est très homogène, à part Intermarché et Cofidis. Et encore Cofidis, on va le voir là avec Guillaume Martin, mais sinon on a plutôt quand même des équipes qui ont un niveau, je trouve, assez homogène, et c'est très intéressant, je trouve. On continue après Pöstlberger avec un coureur assez incroyable à 41 ans, c'est encore Valverde. Très bon, et puis encore une fois, bien placé. Valverde, il va falloir s'en méfier sur ce Dauphiné. Sur le Tour de France, je sais pas. Je pense qu'il tentera quand même de chasser une étape. Je pense que pour le général aujourd'hui, il faut plus compter sur Valverde, et puis il est pas fou non plus, Alejandro Valverde. Il sait qu'il a plus la capacité d'enchaîner les jours de haute intensité en montagne. Par contre, pour chasser une étape,
pourquoi pas. Et puis pour Enric Mas, c'est un coureur important. Et puis il faut pas négliger que du côté de Valverde, il y a les Jeux Olympiques, sur un parcours qui peut lui convenir, même s'il devra faire la différence et éliminer les plus rapides au sprint. Ça sera la clé pour Valverde, mais il fera partie des gros outsiders, je pense, de la course l'Espagnol. Il faudra donc se méfier de Valverde là dans les semaines à venir. Pour moi, il est encore en très grande forme. J'attendais un petit peu sur ce Dauphiné de voir dans quelles conditions physiques il serait, parce que c'est vrai qu'il a fait une grande campagne de classique ardennaise, Alejandro, et je me disais, bon, dans quel état physique il va être. Il a lui aussi quasiment pas couru depuis Liège, hein. Il a fait la Vuelta Ciclista à la Regione de Murcia Costa Calida, mais il avait abandonné. Donc voilà, depuis Liège, il avait pas roulé quasiment. Et on voit qu'il s'est bien remis en forme. Et il a combien de jours de course ? Il a 30 jours de course. On nous indique également qu'il fera la Vuelta, donc Tour de France plus Vuelta. Peut-être qu'il finira sa carrière sur la Vuelta. Alors il n'est pas indiqué aux Jeux Olympiques. Ça m'étonnerait quand même que du côté de l'Espagne, on ne le prenne pas aux Jeux Olympiques. Je pense que c'est un atout dont il ne faudrait pas négliger et qu'il ne faudrait pas oublier du côté de l'équipe d'Espagne. Et puis je termine avec un troisième top rapidement, vraiment, c'est Ilan Van Wilder. Vous savez que j'aime bien ce coureur-là, je l'avais déjà repéré sur le Tour de Romandie. Là encore hier, 7ème sur une étape d'une telle intensité. Avec un peloton où on a que 43 coureurs qui sont dans le bon chrono. Et il est quand même avec des mecs chez les Français comme Pierre Rolland, Ben O'Connor, Richie Porte, Kelderman, Goggenhardt, Enric Mas, j'ai oublié qu'il y avait Kelderman pour la Bora en passant, Damien Ossonne, Sepkus, Quintana, Valgren également. Donc c'est quand même McNulty aussi, Crossbike, Aramburu, donc voilà, c'est quand même une équipe, c'est impressionnant de finir dans ce bon classement, et là encore, Félix Gall, c'est assez intéressant ce qu'il fait aussi, l'Autrichien du côté de DSM, mais assez impressionné par Van Wilder. Oui, parce que Félix Gall a 23 ans, donc on le voit énormément à l'attaque. Jeune coureur, c'est incroyable comment cette équipe arrive à trouver des jeunes comme ça chaque année. Je trouve ça m'impressionne, DSM, avant que était Sunweb, mais cette équipe-là a toujours eu cette capacité à trouver des jeunes coureurs. Alors est-ce qu'il fera le Tour de France, Van Wilder ? Je ne sais pas. Ce n'est pas indiqué pour le moment, mais je pense que cette équipe n'a pas encore indiqué tous ses coureurs. Mais je rappelle qu'il a que 21 ans, donc assez impressionnant le petit Van Wilder. Je passe au bonnet d'âne rapidement. Du côté des bonnets d'âne, j'ai mis la Bahreïn. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même depuis 2 jours qu'ils roulent énormément. Ils ont encore raté le coche. Et encore une fois, avec un coureur échappé. Donc, ils n'ont pas réussi à revenir sur le coureur échappé. Ils ont à un moment, je pense, un peu trop laissé faire Ineos. Et moi, à leur place, j'aurais roulé à ce moment-là. Mais il fallait du monde pour rouler. C'est dommage parce que Colbrelli, ça fait 2 fois qu'il remporte le sprint du peloton. Mais le problème, c'est que c'est pas pour la gagne. Donc c'est un petit peu triste du côté de la Bahreïn. Ça montre quand même que Colbrelli est en forme. Par contre, le fonctionnement de cette équipe doit encore s'améliorer pour le prochain Tour de France. Parce que il va falloir améliorer le train pour Colbrelli. Colbrelli également pour les Jeux Olympiques. Ça sera un coureur dangereux. Vu le parcours et vu sa capacité à passer les côtes. Parce que je peux dire, c'est quand même le seul vrai sprinter qui était encore dans ce groupe-là. Je regarde encore un petit peu. Goggenhardt, Kelderman, oui, non, c'était le seul sprinter. Il y avait des coureurs rapides, comme Aramburu, mais qui ne sont pas vraiment des sprinters. Ce sont des punchers avec une bonne pointe de vitesse. C'est le seul sprinter du groupe. Et puis, Kwiatkowski. Kwiatkowski qui finit à 5 minutes aujourd'hui. Alors, on va me dire, oui, il a travaillé du côté de chez Ineos. Oui, mais sauf que Kwiatkowski, avant, il arrivait à finir avec les meilleurs, même quand il travaillait énormément du côté de chez Ineos. Je trouve que c'est un coureur qui descend de plus en plus dans la hiérarchie dans cette équipe. C'est quand même... Je pense qu'il aura des regrets quand même dans sa carrière, Kwiatkowski. Je pense un peu comme Boissonhagen. Ce sont des coureurs qui, je pense, sont restés trop longtemps chez Ineos. Kwiatkowski devrait quitter Ineos. Alors, je sais pas s'il a encore beaucoup de contrats avec cette équipe, le Polonais. Mais c'est quand même triste parce que quand tu te dis c'est quand même un mec qui a été champion du monde, vainqueur de Milan-San Remo, 2 fois d'Estrade.
du Grand Prix Harold Brekke, de à l'Amstel, d'une étape sur le Tour de France, c'est les dernières. Mais je me dis qu'il fait quand même énormément, il fait trop souvent le rôle d'équipier. Il a 30 ans, il a un contrat jusqu'en 2023, merde. Pour lui, je pense qu'il devrait quitter cette équipe. Il y est depuis 2016. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter avec Ineos. Il aura 33 ans. Autant vous dire qu'à 33 ans, je suis plus sûr qu'il trouve une bonne équipe et je suis plus sûr qu'il soit très performant. Il devrait faire le Tour de France, Tour de Pologne, également Paris-Roubaix, avec Kwiatkowski au mois d'octobre. C'est ce qui est annoncé chez Pro Cycling Stat. Tour de Pologne, bien entendu, qui est très important pour ce cours-là. Mais c'est vrai qu'il est pas assez leader, je trouve, dans cette équipe. Et puis, je trouve qu'il régresse de plus en plus dans la hiérarchie et que son niveau est un peu moins bon quand même que les années précédentes. Je ne savais pas qu'il avait commencé chez Cararura, le Kwiatkowski, en 2010. Il avait commencé vraiment dans une équipe un peu en 2010. Cararura, c'était quand même pas la folie. Après Radio Shack, puis Omega Pharma. Et ensuite l'équipe Sky. Cararura, en début de carrière. Surprenant. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, l'étape de cet après-midi, là, plutôt, hein, même l'étape qui est peut-être déjà arrivée. Je vais vous la montrer quand même si j'arrive à le faire rapidement. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est une étape qui devra arriver au sprint, mais avec une petite bosse dans le final, dans le dernier kilomètre, du côté de Saint-Tahon-le-Vieux, et on partira de Langeac. Ça doit être encore une traversée du Massif central, cette affaire-là, avec une côte de 4e catégorie, un col de 3e catégorie, qui ne devrait pas faire extrêmement mal aux coureurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao ciao.